De retour dans votre émission Angle de vue où nous recevons Jean-Noël Degrasse et nous allons parler maintenant de votre métier. C'est ce qui vous a amené sur ce territoire et c'est ce qui fait que nous sommes ici aussi ce soir. Tout d'abord, prévisionniste, météorologue ou spécialiste du climat, les termes sont variés, Jean-Noël Degrasse, pour parler d'une seule et même passion que vous nourrissez depuis, on peut le dire, quasiment la plus tendre enfance. Première question, est-ce le même métier d'être météorologue dans l'Hexagone ou sur une île ? Alors, c'est le même métier, mais voilà, on a des complexités quand on est outre-mer, on a des challenges qui sont beaucoup plus importants. Et puis, moi, j'ai toujours voulu sortir du carcan un peu météorologue prévisionniste, parce que faire des prévisions et les garder pour soi ou ne pas bien savoir les communiquer, ne pas savoir bien coopérer avec les îles voisines, ben, ça veut dire qu'on rate quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai voulu toujours, c'est ouvrir un petit peu le domaine de travail d'un météorologue et être dans la gestion des risques, être dans la coopération régionale, dans la communication, l'éducation et dans la proximité. On a d'ailleurs souvent reproché aux instances, à Météo France ou d'autres experts, de ne pas savoir finalement bien anticiper les tempêtes ou les dégâts. Alors je pense notamment à la tempête de 99, où voilà, on a des référentiels comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, les spécialistes ne pêcheraient pas par excès de précaution et ne seraient pas du coup en permanence en train d'inquiéter la population, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de vigilance, parfois on est en jaune, on est en orange, et finalement on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau du ciel. C'est une vraie question. La réponse, c'est la gestion d'un risque, donc d'un temps dangereux, elle est forcément probabiliste, c'est des probabilités, ça marche comme ça. Donc quand vous avez un ouragan passe pas loin ou qui arrive et où vous dites il y a 10% de risque qu'il impacte la Martinique, mais s'il l'impacte, ça va être catastrophique, typiquement l'ouragan Maria en 2017, qu'est-ce que vous faites avec ces 10% ? Voilà. Ça veut dire qu'il y a 90% de chances qu'il ne se passe pas grand-chose. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et donc, vous voyez la complexité de la communication sur des données un petit peu incertaines et probabilistes. Et juste, si je peux rajouter, c'est que plus on progresse dans la prévision, dans la connaissance du climat, plus notre société, entre guillemets, nous demande. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit train de retard par rapport à ce qu'on sait faire. Mais est-ce que justement cet abus de vigilance, je vais résumer ça comme ça, n'est pas contre-productif ? Parce que finalement, vous, ce que vous attendez, c'est que la population se prépare. Exactement. Mais à force justement d'indiquer des vigilances, est-ce qu'en fait on ne produit pas le contraire ? Oui, c'est ça, mais c'est un petit peu la corde raide sur laquelle on est quand on est responsable à Météo France justement de l'émission de vigilance et donc d'alerte éventuellement des préfectures. C'est ça, c'est de ne pas faire trop, mais en même temps de ne pas rater d'épisode. Et ne pas rater, ça veut dire anticiper suffisamment. Si vous voulez, on ne peut pas se permettre de passer en alerte orange ou en alerte rouge juste 5 minutes avant ou alors que c'est déjà catastrophique. Il faut qu'on puisse anticiper. Si on veut anticiper, on prend un risque quelque part, ce que j'appelle de fausse alerte, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Il faut accepter dans nos territoires français, particulièrement d'outre-mer, parce que les îles tropicales, c'est ça, il faut accepter d'avoir plus de fausses alertes que dans l'Hexagone et sur un continent. Et ça, en France, on n'aime pas bien. Je dis en France, ce n'est pas uniquement antillais, mais on n'aime pas ça. Les anglo-saxons n'ont aucun problème avec ça. Un anglo-saxon, il est en alerte, il ne se passe rien, il va dire « Ah, Dieu merci, on a été épargné ». Le français, on est en alerte, il ne se passe rien. Ouais, qui va me rembourser ma journée de travail ? Qui va me payer le fait que je devais emmener 80 touristes que je n'ai pas pu ? Mon restaurant a fermé alors j'aurais pu travailler, patati patata. Voilà. Alors, donc là, justement, comment vous réagissez face aux personnes qui remettent en cause la fiabilité de vos prévisions ? Alors parfois avec humour, parfois avec une certaine agressivité. Les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Il y a parfois un déferlement d'agressivité, de messages agressifs. Est-ce que déjà ça vous arrive souvent et que répondez-vous finalement ? Alors, souvent, c'est vrai que maintenant, l'information météo, pour faire de la prévision, elle est accessible à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passionnés qui maintenant ont presque le même niveau d'information que des spécialistes. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que ce n'est pas sur la prévision même qu'il faut mettre le paquet en termes de charge de travail et d'efficacité, mais c'est sur la capacité à bien communiquer, c'est-à-dire à être réactif, à être percutant, à être clair et avoir les vecteurs de communication qui vont bien et ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas encore bien passé partout.
Et on voit bien que des fois, on a un petit peu de mal à faire ça dans les institutions, alors que c'est là qu'on est attendu. Alors justement, vous avez quand même passé 25 ans au sein de Météo France. Vous en êtes parti. Pourquoi? Parce que vous avez estimé que les outils n'étaient plus les bons, que la pédagogie n'était plus la bonne? Non, que la stratégie même de l'établissement Météo France, particulièrement aux Antilles, n'était pas bonne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais concours de circonstances. Je vais être franc, il y avait une direction générale qui ne comprenait pas pourquoi j'essayais d'investir un petit peu Météo France sur une meilleure communication, sur les réseaux sociaux par exemple, parce qu'on était les premiers aux Antilles Guyane à avoir par exemple un compte Facebook et un compte Twitter propre aux Antilles Guyane. Bon, après, les autres régions d'outre-mer l'ont fait, mais voilà, on a lancé ce genre de choses. La coopération, pareil. Je veux dire, moi, j'ai travaillé énormément avec les îles voisines, avec ce qu'on appelle l'organisation caribéenne de la météo, avec les Américains, avec le Canada, pour pouvoir aider aussi les îles. Enfin, je veux dire, c'est quand même, j'allais dire, pas normal qu'on ait une trentaine de prévisionnistes dans les îles françaises avec des capacités incroyables, et puis qu'on fasse rien pour la Dominique, qui a un seul prévisionniste. Voilà. Donc, pour moi, c'était une évidence. Et quand on m'a dit non, il faut arrêter ça, c'est pas comme ça que ça marche, ça va nous prendre des ressources, c'est pas notre stratégie, je me suis dit, mais on n'a rien compris. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus heureux dans le privé que vous avez rejoint? Aujourd'hui, je suis heureux, pas plus, pas moins. En fait, je ne me pose pas la question. Je suis très bien dans ce que je fais. Alors, juste une chose, c'est que je suis heureux que Météo France soit revenu un peu sur cette position. Et donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cet épisode, peut-être je serais encore et je travaillerais mieux avec une direction générale. Tout pas fait, c'est pas grave. Le monde du privé, et je remercie le PDG de Citadel, parce que c'est lui qui m'a donné cette opportunité de découvrir les besoins du monde de l'entreprise par rapport au climat, par rapport aux risques, dans des domaines où finalement on n'est pas forcément attendu. Qu'est-ce que vous y faites exactement au groupe Citadel? Alors, je suis directeur de projet, risque, résilience, changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, les entreprises, elles ont un enjeu important par rapport à l'adaptation au changement climatique, par rapport aux risques qui peuvent augmenter. Pourquoi? Pour assurer la continuité de service, pour assurer des conditions de travail, pour informer leur personnel, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport au changement climatique, eh bien, il faut savoir s'adapter, mais il faut savoir aussi atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. Justement, quelle forme prend le changement climatique dans nos îles? Parce que parfois, on a l'impression que c'est loin de nous, c'est surtout le continent qui subit le changement de saison. Ça prend quelle forme ici? Et est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Martiniquais prennent vraiment la mesure de tout ce que ça peut impliquer? Alors, commence à prendre la mesure, oui. De tout ce que ça peut impliquer, pas forcément, parce que cette communication, elle est compliquée. Et justement, je trouve très valorisant d'accompagner le monde de l'entreprise, mais de continuer aussi à faire un peu d'éducation citoyenne. On fait encore des conférences, je fais pas mal d'interventions aussi dans les médias pour ça. Et puis, au niveau des institutions, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Institutions, l'État et la CTM, par exemple, qui collaborent. On a une COP. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a une COP martiniquaise pour justement gérer cette transition écologique. Nos politiques mettent suffisamment l'accent sur ce changement climatique, selon vous, ou pas assez? Alors, pas assez, et ce n'est pas encore bien structuré. Donc, il va falloir accompagner mieux les collectivités, les entreprises et le citoyen. Ça fait beaucoup. Mais, et c'est pour ça que vous l'avez dit dans le portrait, moi j'aime bien les challenges et être là dans le monde de l'entreprise, mais à travailler encore avec les collectivités, l'État, eh bien je trouve que c'est une vraie raison et ça donne un sens à cette lutte contre les changements climatiques. Très concrètement, quelles pourraient être les conséquences sur nos pêcheurs, sur nos agriculteurs à court, moyen ou long terme, qu'on comprenne bien justement les conséquences? Il y a des conséquences qui vont être assez rapides, alors qui sont déjà notables. Quand on regarde la température de la mer qui monte, ça veut dire des coraux qui sont en danger, de la perte de plus en plus de récifs coralliens. Les récifs coralliens, c'est un quart de la biodiversité marine, donc ça veut dire plein de choses qu'on est en train de perdre. La santé. Vous n'avez pas vu, l'année dernière déjà, mais là ça arrive aussi cette année, les périodes de forte chaleur, beaucoup de gens sont de plus en plus en difficulté par rapport aux chaleurs. Parce que les températures, elles augmentent. Alors, on dit 1/4 degré par décennie. Bon, ça ne paraît pas grand-chose, sauf que c'est gradérique à plein sac. Et puis, finalement, on se retrouve avec des températures qui sont plus supportables. Donc, il faut que le milieu... Sargasse, est-ce que c'est vraiment à mettre sous le compte du réchauffement climatique ou pas? Sargasse, là où c'est intéressant, c'est que justement, il faut amplifier les études et notre connaissance. Voilà, la gestion d'un risque, ça commence par bien le connaître. Mais c'est
il y a quand même une relation entre ces sargasses qui augmentent et qui affluent vers nous et la température de l'océan. Ce n'est pas le seul facteur. Bien évidemment, il y a les nitrates qui sortent des fleuves, il y a des choses comme ça. Mais vous savez, quand on est dans beaucoup de choses qui contribuent à faire que... Donc il faut s'intéresser de plus près à ça. Il faut se mettre tous ensemble, et je le redis, entreprises, États, citoyens, collectivités, pour qu'on puisse avancer. Malgré tous ces phénomènes évidents et factuels, vous rencontrez encore beaucoup de climato-sceptiques. Et quand vous en rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, on n'est plus sur le climato-scepticisme d'il y a 20 ans, où les gens disaient non, mais la question c'était est-ce qu'il faut y croire ? Là, on n'est plus dans la croyance. Bon, on sait ce qui se passe, on note. Il y a déjà des changements, c'est mesuré, c'est factuel. Après, est-ce que c'est dû à l'homme, vraiment ? Alors là, déjà, c'est un petit peu plus compliqué d'aller convaincre les gens que c'est dû aux activités humaines. Et ensuite, si c'est dû à l'homme, est-ce que c'est vraiment bien important de réduire certaines choses, puisque de toute façon, ça ne va pas changer vraiment. Bon, voilà. Donc, il faut convaincre à plusieurs niveaux, et convaincre sur des choses qui ne sont pas que des choses humaines. C'est-à-dire qu'on est maintenant, de nos jours, on est un petit peu centré sur l'humain, on oublie tout ce qui nous entoure, et on oublie que ce qui nous entoure fait qu'on peut bien vivre. Donc c'est compliqué tout ça, mais il faut le faire. Vous-même, Jean-Noël Degrasse, à titre individuel, qu'est-ce que vous faites à votre échelle aussi pour lutter contre ce réchauffement climatique, ou du moins le ralentir le plus possible ? Je suis tellement loin de ce que j'aimerais faire. Mais tellement loin. Non, mais j'en suis tout le temps désolé, c'est terrible. Électrique ou c'est terrible. Alors, je roule en hybride rechargeable et je fais en sorte de polluer le moins possible, parce que n'oublions pas, il y a l'émission et la pollution. C'est une chose. Mais moi, ma petite pierre, c'est justement... Vous triez vos déchets, il y a oui, poubelles à la maison. Je trie mes déchets, j'essaye de faire attention à la ressource en eau, voilà, des choses comme ça. Je n'ai pas voyagé cette année en avion, donc là, je limite vraiment. Et là, par exemple, ce matin, j'ai enregistré une vidéo d'une présentation PowerPoint pour La Réunion, en disant, non, je ne vais pas aller à La Réunion pour faire une conférence ou un truc, je vais envoyer une vidéo. Voilà, bon, c'est des petites choses, mais... Je crois que vous êtes passionné de jardinage aussi, il me semble. Vous faites votre... Oui. Vous compostez ? Alors, vous recyclez ? Non, je ne composte pas parce que je ne bouge pas des grands terrains et je n'ai pas de matière à composter. Encore que, puisque je reprends un peu des vieilles feuilles pour faire un peu du terreau, donc un petit peu quand même, mais c'est pas... Non, c'est pour ça que je dis je suis loin de ce que j'aimerais faire. En même temps, je ne voudrais pas non plus qu'on mette le focus sur le citoyen en disant, vous voyez, le citoyen, si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Il faut regarder... ce qu'on peut faire de bien, mais tous ensemble. Et collectivement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Individuellement aussi, les petits gestes sont importants, bien sûr. Mais surtout, l'idée, ce n'est pas d'aller culpabiliser les gens. Alors nous allons marquer une dernière très courte pause, Jean-Noël Degrasse, avant d'aborder la troisième et dernière partie de cette émission qui sera consacrée à votre histoire d'amour avec la Martinique. Je ne bouge pas.